Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Mans Opposé, la chaîne 100% gardien. À la veille du choc Real PSG, le débat du jour tournera autour du mystère Thibaut Courtois pour comprendre pourquoi il est tant décrié au Real. Nous reviendrons également sur l'actu riche de ce week-end et en deuxième mi-temps, notre jeu du gardien mystère. Pour m'accompagner dans cette émission, avec le numéro 1, il a commencé à poser un cierge devant feu Highbury pour que les Gunners retrouvent le chemin de la victoire, c'est Renaud Eudier. Salut à tous, salut l'équipe. Ouais, effectivement, avec les Gunners, c'est un peu compliqué en ce moment. On passe pas des grands moments de plaisir. Moi-même, je suis un peu malade, donc c'est vraiment super en ce moment, quoi. Je kiffe ma vie. Avec le numéro 16, il a longtemps cru que le but pris par Alban Lafont était un bug de la manette, mais non, c'était bien la réalité. C'est Thomas Bernard. Salut Nico, salut Renaud. Ouais, j'ai appuyé trop fort sur triangle. Et vous l'aurez compris, un peu comme le Stade Rennais, nous avons plusieurs blessés dans l'émission. Donc beaucoup de chroniqueurs ne sont pas disponibles. Et c'est moi, Nicolas, qui complétera la feuille de match. Les crampons sont vissés, les gants ajustés, on peut donc lancer notre première mi-temps. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Oh, quelle parade sur ce coup franc. L'ange s'est envolé. Arrivé comme recrue phare du Mercato 2018, Thibaut Courtois reste mal aimé à Madrid par une bonne partie des socios. Thomas, pourquoi le Belge est aussi décrié ? Alors pour moi, il est assez décrié parce que l'année dernière, il a connu une saison assez compliquée, tout comme l'ensemble du Real Madrid. Oui. Il souffre aussi du fait que Navas, c'est quand même le gardien qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui a été décisif lors des gros matchs. Et pour l'instant, Courtois n'a pas eu cette chance-là avec le Real Madrid. Alors que pourtant, il sortait d'une très bonne Coupe du Monde avec la Belgique en 2018, où il a été élu meilleur gardien de la compétition. Et plus gros semard de la compétition aussi, au passage. Plus gros semard. Oui, exactement. Ouais, le karma est violent depuis sa sortie face au match contre l'équipe de France. Oui. Mais de toute façon, au Real Madrid, quand tu joues au Real, quand tu portes ce maillot, tu seras toujours critiqué. Et pour faire taire les critiques, il faut gagner des trophées et montrer que tu es le meilleur. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant, on n'a pas eu cette chance-là. Ça peut commencer par le match face au PSG et pourquoi pas gagner le titre en Liga, puis remporter la Ligue des Champions avec le Real. Ouais, parce que finalement, cette année, le Belge je l'ai évoqué, alors peut-être corrigez-moi, mais il n'est pas passé loin du record d'invincibilité ce week-end. Oui, à 30 secondes près. À 30 secondes, mieux. Il tenait le record de Navas. Même si c'est pas Navas qui détient le record du club, ça fera plaisir à notre ami Benoît Tissier. C'est Saniker qui détient le record d'invincibilité sous le maillot merengue. Je ne sais pas si ce record sera un jour battu, puisque le record est de 951 minutes sans prendre un but. On souhaite à Courtois de pouvoir atteindre ce record, mais il me semble que ça va être très compliqué d'atteindre ce record pour un gardien du Real Madrid. Ah du coup, Renaud, par rapport à ce record, et pourquoi il est toujours décrié alors qu'il est quand même pas passé loin d'être aussi bon que Navas avec ce record d'invincibilité ? Déjà, je pense que, comme l'a évoqué Thomas, c'est qu'il y a une dynamique collective qui était pas très bonne et lui non plus n'était pas très bon et du coup, il n'a pas vraiment eu l'occasion de se montrer. Mais jusqu'à se faire siffler ? Honnêtement, je veux dire, après, au Real Madrid, il y a quand même un syndrome de l'enfant gâté chez les supporters. Je veux dire, le nombre de titres gagnés, l'exigence, les joueurs qui viennent dans ce club fait que c'est rien. Les supporters n'attendent rien de moins que l'excellence. De temps en temps, ils devraient regarder un petit peu Arsenal et être supporters comme moi parce que ça t'apprend l'humilité, tu vois. Donc, vous avez été en finale Ligue des Champions et vous l'avez joué avec Almunia, c'est beau. Ouais, voilà. Donc, mais effectivement, comme l'a dit Thomas, c'est comme ça au Real en fait. On fait ses preuves avec un titre, on fait pas ses preuves avec une ou deux bonnes performances, ou même avec des clean sheets parce que là, récemment, il les enchaîne les clean sheets. Il les a pas mal enchaînés les clean sheets, Thibaut Courtois, mais il n'a pas non plus été mis extrêmement à contribution. Il y a une très bonne dynamique collective, ça joue très bien en Liga et en Ligue des Champions aussi, parce qu'il y a quand même eu
6-0 contre Galatasaray au dernier match. Donc en fait, on l'attend sur des gros matchs et sur des grosses rencontres. Et c'est pour ça que le match de demain contre le PSG est d'une importance capitale pour voir s'il va être décisif. Parce que le match aller, ça s'est terminé sur le score de 3-0 où il a pas, il a pas été décisif du tout. Je veux dire, il a quand même pris un but d'Icardi, premier poteau, qui était pas, c'était une belle frappe, tout ça. Mais au niveau de Thibaut Courtois, on peut se dire, est-ce qu'il peut pas faire mieux que ça? On peut pas attendre plus de lui. Moi, je pense que oui. Oui, alors moi, je vais quand même du coup rentrer un peu dans le débat. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même sa saison avant la Belgique à la Coupe du Monde qui est mauvaise. Enfin, en tout cas, pas décisif. On se souvient, il y a quand même une compile des 2 petits ponts pris contre Messi lors du quart de finale ou du 8e de finale contre Barcelone. Donc oui, c'était un 8e de finale en Ligue des Champions contre Messi. Ensuite, alors il a enchaîné la saison dernière avec, j'ai parlé du match contre l'Ajax, on a la boulette. Alors on a aussi la boulette où il arrête une tête, je crois, du coude, et puis finalement à rentre. Enfin, il y avait encore une prise de balle manquée. Et aussi la boulette qu'il avait fait avec la Belgique contre la Russie, où il contrôle le ballon, il met 2-3 secondes plus à se déplacer, il se fait contrer par l'attaquant russe, et puis ça va dans le but. Est-ce que vous pensez que tout simplement Courtois il manque de concentration? Est-ce qu'il a perdu en qualité depuis le gardien qu'il était en 2014 ou en 2016? Je pense pas que ce soit la qualité qui a à remettre en cause chez Courtois, c'est la tête, le mental, c'est la confiance en soi, c'est différents paramètres qui entrent en compte quand tu es au Real Madrid. Quand tu es au Real Madrid et que tu n'es pas en confiance, ça se voit 10 fois plus que quand tu es à Chelsea. Bien que Chelsea soit un très grand club européen, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais oui. Et en plus, Courtois, il est avec une pression, comme disait Renaud, oui, je suis l'un des meilleurs gardiens au monde. Et puis, en plus, sa sortie médiatique lors de la Coupe du Monde, où il a un peu tensé les Français et puis déversé un peu sa haine de la défaite, on va dire. Courtois, oui. En plus, pour moi, ses erreurs, en plus, davantage, c'est la concentration, tu disais, mais c'est pas la qualité qui est à remettre en cause chez Courtois, parce que les arrêts qu'il a fait, par exemple, récemment, j'ai regardé la fin de match contre la Real Sociedad, où il y a Isaac, attaquant suédois de la Real, qui effectue une frappe au sol, frappe croisée, et Courtois fait un super arrêt, main gauche, une petite manchette où il va très vite au sol, ce qui est toujours assez impressionnant quand même pour un gardien de son gabarit. Pardon. Ça, on peut pas lui enlever, c'est clair. D'aller vite au sol. Comme son arrêt contre, je crois que c'est Mbappé, à la fin du match contre la France, où pour preuve, on n'a pas eu qu'une seule occasion. Oui, avec Tolisso aussi, oui, Tolisso, oui. Tolisso, pardon, Tolisso, Tolisso, je sais plus. Oui, c'est Tolisso. Je sais plus. Ouais. Mais par contre, ça c'est typique aussi des qualités de Courtois et depuis toujours. C'est qu'il a toujours été très bon et très rapide pour aller au sol au vu de sa taille. Oui. Ça a toujours été très impressionnant. Par contre, moi, je me souviens que sur les ballons, spécialement en hauteur ou quoi, il n'est pas spécialement fort. Moi, je me souviens d'un but qu'il avait encaissé de David Luiz à l'époque où il était au PSG et que Courtois était à Chelsea, il s'était fait lober. Oui, le corner là, oui, je vois. Ouais, et ça c'était, effectivement, quand on voit sa taille et quand on connaît son niveau, c'est un peu affligeant. On dit que c'est pas normal. Enfin, je veux dire, un gardien de sa taille, normalement, déjà, et de son niveau, peut pas offrir des angles de profondeur comme ça. Et pourtant, il se fait quand même lober. Comme quoi, la taille veut pas tout dire, en fait. Déjà, faudra regarder s'il a pas grandi d'un coup ou. Faudra regarder. C'est un petit peu comme en basket, Anthony Davis, celui des Lakers. Oui, Pourquoi il est aussi fort ballon en main, c'est qu'en fait il a toujours été petit, il a grandi qu'à la fin de l'université. Il faudrait regarder ça pour Courtois, tiens. C'est l'inverse finalement. Mais après souvent, on évoque toujours la même chose rapport à la taille des gardiens, c'est-à-dire que les gardiens grands comptent sur leur taille pour pouvoir faire le boulot, mais du coup n'apprennent pas vraiment à avoir la détente nécessaire. Et le placement, parce qu'ils pensent qu'avec leurs bras levés ce sera suffisant, et c'est vrai qu'il y a une envergure, mais l'envergure c'est pas la même chose quand il s'agit de profondeur et de ballon aérien. Oui, il y a les voilà, et à l'inverse, des petits gardiens ont eux dû compenser énormément et faire le boulot pour aller choper des ballons aériens.
Oui. Voilà. Et voilà. Mais après, il y a pas mal de paramètres qui entrent en compte dans le placement, dans le déplacement, spécifiquement dans les ballons aériens et dans l'angle de profondeur. Et je pense que là-dessus, Courtois, peut-être qu'il y a des moments, il est pas bon et qu'il pense que sa taille et son envergure suffiront. Et ça, c'est un petit peu d'arrogance. Et connaissant un peu le personnage, c'est pas étonnant. Voilà, pas si étonnant. La suffisance. Il est un peu suffisant sur 2-3 trucs et je pense qu'il pense parfois que son niveau suffira. Et on sait bien que dans le foot, comme dans tout sport professionnel, ça ne marche pas comme état d'esprit. Il y a toujours un retour de bâton à un moment ou un autre. Et moi, alors, j'ai remarqué 2 autres choses. C'est aussi sa lenteur néanmoins à se déplacer. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il va vite au sol, mais qu'au niveau de ses appuis, ça reste assez lent. On se souvient qu'à la Coupe du Monde, les 2 buts qu'il prend dans les matchs décisifs, donc contre le Brésil et contre la France, il prend ses 2 buts au premier poteau. Alors je m'en souviens, j'avais fait le match et en fait tu sens que Umtiti, tu le vois arriver quand même et tu te dis bon même si ça va vite, tu peux peut-être un petit peu l'anticiper ou spéculer le déplacement et c'est vrai qu'il prend ce but là. Attention quand même, ne pas spéculer, c'est dangereux. Voilà. Il faut anticiper, il faut pas spéculer. Spéculer, c'est l'erreur. Attention. Et donc il y a peut-être un peu cette lenteur de déplacement et également, alors et là j'ouvre le débat par rapport à Navas. Je trouve pas son jeu au pied quand même très bon. Non plus. Ouais. Pourtant, Navas, c'est pas le gardien qui a un jeu au pied. Pas le meilleur non plus. Oui, exactement. Mais Courtois, c'est vrai que ça n'a jamais été son point fort. Hein. Puis quand il était à Chelsea ou Atlético, les entraîneurs qu'il avait, que ce soit Conte ou Simeone, ils lui demandaient pas d'avoir un bon jeu au pied et de bien relancer. Hein. Oui, voilà. Il a beaucoup. C'est quand même. Il a beaucoup joué avec des blocs bas, qui subissaient beaucoup. D'ailleurs, donc, soit fallait se dégager, soit fallait relancer court pour repartir très vite, quoi. D'ailleurs, cette notion de bloc bas, tu parlais que ce soit avec Chelsea ou Atlético, avec Paul bloc bas. Ouais, d'accord. D'ailleurs, il est bien. Le basketteur là, il est bien en ce moment. Et ouais, donc on parlait de bloc bas, mais avec le Real, il connaît pas ça. Et je sais pas si c'est bien adapté par rapport que ce soit à Chelsea ou Atlético. C'est assez bizarre quand même qu'il a eu du mal un peu à s'adapter au Real, que ce soit pas un bloc bas, alors qu'en Belgique, si tu veux, il a l'habitude de jouer avec un bloc haut, une équipe qui est assez offensive et qui domine un peu son sujet. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a énervé à la Coupe du Monde, hein, de perdre une équipe qui jouait à 11 à 20 mètres de leur but. Mais ouais, mais Courtois, je sais pas si il a eu du temps pour s'adapter à une nouvelle philosophie de jeu, je sais pas si c'est ça. Ou c'est une question seulement de confiance, tu vois, ou les deux même. Oui, il y a eu ça. Et puis aussi, c'est vrai qu'il a quand même joué avec une défense qui devant lui avait surtout un milieu de terrain et qui avait une Coupe du Monde dans les pattes, quoi. C'est que Varane, Ramos, Marcelo, Modric, tout le monde sauf Benzema. Évidemment, tout le monde sauf Benzema. Et donc on a quand même une stat, c'est que du 3 février 2019 jusqu'au 22 septembre. Alors je sais plus exactement si c'est en championnat et également tu comptes la Ligue des Champions, mais je crois que tu comptes aussi la Ligue des Champions. Il a pas fait un seul clean sheet. C'est quand même fort. Donc là, il est resté sur 5 clean sheets avant le but ce samedi. Hein. Mais donc avant ces 5 clean sheets, il y a quand même eu cette période où tu fais 7 mois sans un clean sheet, quoi. Ouais, d'ailleurs, la punchline pour les supporters du Real, c'était tir cadré, but contre nous, quoi. Ah oui, c'est pas faux. Et surtout que t'en as un peu moins des tirs cadrés au Real. Mais mais tu sais que le clean sheet, c'est pas forcément dû au goal, mais il y a quand même un pourcentage évidemment. Non mais surtout, c'est que ça aide aussi, c'est psychologique. Ça aide à la confiance. Ça aide à la confiance de se présenter avec des matchs et de dire moi j'ai pas pris de but depuis je sais pas. 200, 300, 400 minutes. Ça place un peu le truc, en vrai. Même si les adversaires, ils sont pas focus là-dessus, ils le savent. Ils le savent. Je veux dire, ils lisent tous la presse, ils savent. Donc du coup, le côté mur qu'il avait, il est cassé, quoi.
qu'il avait à Atlético. Par rapport à avant, oui, je pense que il y a clairement des attaquants qui doivent se dire que c'est faisable, quoi. Ouais. Qu'on peut le faire contre lui et qu'il est pas aussi infranchissable qu'il a pu l'être, quoi. Et sauf que je pense que lui, il le sait aussi. Donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est cravacher un peu pour faire mieux que ça, mais sauf que comme on l'a dit, il est dans une équipe qui subit pas beaucoup de tirs, quoi. Et donc du coup, faut qu'il soit méga décisif sur peu d'actions. Ouais, je trouve que c'est toujours un peu le passage de. Je trouve pour les gardiens, on l'a vu souvent ce passage un peu compliqué. Ça a été la même chose avec Areola. C'est compliqué de s'adapter à ça parce que souvent, quand on est un plus jeune gardien et qu'on est dans d'autres équipes, on va jouer dans une équipe qui subit un peu plus. Et forcément, on brille aussi parce qu'on est beaucoup mis à contribution. Puis après, il faut arriver à faire ce transfert et qui est pas, à mon avis, pas simple. Ouais, parce que voilà. Entre parenthèses, il y a eu également sa crise. Alors, il dit que c'est pas une crise d'anxiété, mais néanmoins, les médias le pensent. La crise d'anxiété qu'il y a eu contre Bruges, un peu l'accumulation de tout ça. Donc, ça a peut-être été le pic. Maintenant, ça va mieux, mais il y a quand même eu ce pic-là, comme quand tu parlais de confiance, Renaud. Voilà, ils disent que c'est une gastro-entérite, mais bon, on laisse le doute, quoi. Oui, bon, il va pas dire aux yeux des médias, j'étais stressé, quoi. Je me suis mis à trembler, désolé, mais ça va mieux maintenant, quoi. Oui. En général, quand un pote te dit ça, tu le crois pas trop déjà. Donc, si lui dit ça à la presse, on va pas trop le croire non plus. Il sait que lui, il faut qu'il le montre avec des performances, mais moi, j'ai pas de doute qu'il le fera. Hein. D'autant plus que quand tu es au Real Madrid, tu n'as pas le droit d'avoir la pression. Autrement, tu ne peux pas jouer au Real Madrid. C'est un peu c'est contradictoire. Tu ne veux pas avoir peur de la pression de jouer au Real. Alors du coup, ça tombe bien parce qu'on peut revenir sur sa petite déclaration d'il y a 3-4 heures. Il a dit qu'il a été approché par le PSG. Là, avec le recul, vous auriez choisi Navas ou Courtois ? Mais c'était approché quand quand il était encore à l'Atlético. Oui, Atlético et fin de Chelsea également. Fin de Chelsea. Difficile à ce moment, en fait, on va dire à ce moment-là, au vu de ses performances, oui. Ça paraît logique. Ouais. Après, une fois encore, je pense qu'il aura eu le même souci avec le Real, peut-être la pression en moins, mais de s'habituer à un autre type de jeu, quoi. Alors que par exemple, la venue de Navas, elle a du sens parce que c'est un joueur qui sait déjà ce que c'est que de jouer dans un grand club qui subit peu. Okay. Au moins sur ce point-là, il y a du sens. Ça a du sens. Je veux dire, il découvre pas une situation, il l'a connue avec le Real, il sait ce que c'est. Et en termes de mentalité, Courtois dans le vestiaire du PSG, je sais pas si ça aurait bien fité par rapport à d'autres joueurs. Avec Thomas, ça aurait été sympa, mais bon. Après, pour le reste, je sais pas. Et justement, en parlant de Navas, ça nous permet juste de donc on peut rapidement clore le débat sur Courtois. On est plus sur un problème finalement de profil pour le Real, bien que évidemment si nous sort les parades qu'il a pu sortir dans une demi-finale de Ligue des Champions, on aura plus de débat. Mais il y a quand même un problème de profil pour le Real et surtout de confiance. Justement, je voulais revenir sur son ancien numéro 2, Keylor Navas, donc en vue du match de demain. Vous l'avez trouvé plus rassurant depuis notre débat du deuxième épisode ? Ah oui, totalement. Oui. Enfin, je veux dire, là, ne serait-ce que le dernier match de Ligue des Champions contre Bruges, il a été excellent, parce que c'est clairement lui qui fait... c'est lui qui fait gagner le match, parce que les Parisiens marquent tôt, mais c'est lui qui tient toute la rencontre, il gagne 1-0. Ça aurait pu être le type de rencontre que le PSG aurait pu perdre avant. Oui. Le genre de match en se disant, ouais, bon, ça va, c'est Club Bruges, c'est pas le match vraiment important. Et le truc un peu con de perdre des points. Et lui, il a tenu la baraque, quoi. Donc, ça reste le Club Bruges, mais c'est quand même en Ligue des Champions, donc c'est bien. Et depuis ça, il y a eu... en fait, après, il n'a pas joué l'autre match parce que c'est Rico qui l'a joué. Oui. Mais c'était bien quand même, hein, sinon. Et non, après, surtout, il y a eu LOSC PSG, où il a fait un... Pardon, ouais. Et où il a fait un super arrêt. Où il a fait un super bon chassé. Il est très vif, Navas.
Ouais. C'est assez agréable pour ça. Il est pas mal. Et du coup, c'était bien. Donc, moi, je pense que là, il est bien. Il est en confiance, il est bien. Et puis en plus, jouer ce mardi face au Real Madrid, un sentiment de revanche peut-être pour dire bon bah j'avais ma place, j'étais meilleur que l'autre gardien belge en face, en quelque sorte. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Oui. Où tu vois Navas avec un petit sourire narquois en direction de Thibaut Courtois pour dire tiens mon garçon, c'est dur de jouer au Real, un truc dans le genre. Et puis ouais, t'as l'émotion aussi de revenir au Bernabeu où il a toujours été apprécié. J'ai le sentiment par les socios du Real. Ça sera important. Et je pense que là, on va être sur un autre malaise. Demain, je pense qu'il y aura un énorme malaise à l'échauffement où on va avoir Courtois qui va se faire siffler parce qu'en plus, il a quand même fait une déclaration. Le PSG m'a approché. Et Navas qui revient au Bernabeu. Si vous écoutez cette émission après le match, peut-être qu'on aura eu raison d'avoir eu ce moment de malaise où le Bernabeu va applaudir Navas et siffler Courtois. Bon, en plus, si Courtois fait une boulette, bah, laisse tomber. Oui, ça va ressembler à du Sirigu de Trapp à l'arrivée de Trapp. Alors, donc très bien pour Navas, et je voulais juste dire un petit mot du dernier club qui joue un match décisif. On a également l'Olympique Lyonnais. Alors moi j'ai fait le match contre Marseille et j'ai fait le match contre Nice. Globalement, Lopez a repris confiance. Oui, je pense. Après, en plus, le match face au Zénith, c'est un match important pour Lyon, parce que c'est un match important pour la qualif. Et connaissant Lopez et son caractère, je pense qu'il va vouloir faire oublier sa bévue face au Benfica. Après, le danger, c'est de pas surjouer, de pas vouloir trop en faire et tu vois, trop se disperser comme il avait l'habitude lorsqu'il a débuté en Ligue 1. Et comme tu l'évoquais dans ton analyse, Nico, ce week-end, il faut qu'il fasse attention du coup à ses sauts de concentration. Donc en saut de concentration contre Nice, ça peut passer. Pour un match décisif contre le Zénith, au Zénith, attention. Oui, donc ok. Bon merci en tout cas pour l'avoir mentionné. Donc oui, moi j'ai trouvé très bon dans sa gestion de son placement. Mais il y a eu le saut de concentration. Alors c'est pas dans les highlights. C'est une frappe de Nice où en fait il relâche le ballon et Dolberg il vient la mettre au fond. L'AVAR a décidé, parce qu'il y avait le coude de Dolberg qui était hors jeu, de pas accorder le but, mais faut y faire attention. En tout cas, je vous remercie pour cette analyse. Ouais, vas-y. Après, moi, c'est juste sur Elneny, j'ai noté un truc, mais je sais pas si c'est vraiment ça. C'est juste que je trouve sur le but qu'il prend sur le centre, en fait, c'est juste qu'il est, je le trouve un peu reculon. Alors, c'est clairement une erreur de la défense, hein, parce que le Niçois, il est tout seul au milieu de, je crois, 4 Lyonnais. Mais en fait, c'est juste que lui, au début, il a l'air bien placé pour faire une défense un peu en zone. Puis il recule vers sa ligne et il est un peu sur les talons. Je sais pas si j'ai vraiment, bon, c'est pas une faute, hein. En fait, mais c'est juste que du coup, ce qui est dommage, c'est qu'il, tu vois, on le voit qu'il met un peu un genou à terre et qu'il est battu. Alors après, le truc est super bien placé, hein, c'est plutôt rentrant. Mais quand on connaît Lopez et sa capacité de détente, on se dit qu'il s'est pas donné toutes les chances de vraiment pouvoir de potentiellement faire un arrêt, même si ça paraissait très compliqué. Super conclusion. Je me suis dit aussi la même chose. Je l'ai pas relevé parce que je me suis dit que poteau rentrant, de toute façon, il l'aurait pas eu. Mais je suis d'accord avec toi. Il ferme. Là, en l'occurrence, il se donne pas toutes les chances pour rater le ballon. En tout cas, merci Thomas et Renaud pour ce débat. On s'est bien dépensé. C'est l'heure de la buvette. Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but. Et ils ont fait ça tout le tournoi. La buvette, une buvette franco-anglaise pour aujourd'hui. Et on va commencer avec Renaud. À tout seigneur, tout honneur, tu voulais revenir sur Stéphane Ruffier. Ouais, exactement. Vous l'avez sûrement entendu, c'était le 304e match en Ligue 1 de Ruffier. Oui. Et donc avec la SSE. Qui dépasse Kurkovic. Et voilà, donc la légende du club.
Donc il faut juste, pour se donner un peu une idée en termes de chiffres, parce que voilà, Ruffier, on en parle, c'est un peu c'est le visage qu'on connaît de la Ligue 1, mais il est toujours présent et il est toujours performant et de manière assez constante. Et ça, pour un gardien, c'est la base, quoi. Enfin, c'est un bon gardien, c'est comme ça qu'on le juge. C'est sur des années et des années de constance de performance, contrairement à d'autres postes qui peuvent se permettre d'être bons par moment. Nous, on doit être bon tout le temps. Et en vrai, voilà, Ruffier, il est quand même arrivé en 2011. C'est quand même celui qui détient le plus d'arrêts en France. Donc avant le match, c'est 1234 arrêts. Pas mal. Voilà, c'est pour donner un peu la magnitude de ce que ça représente toutes ces années de toute cette carrière. Comme on dit. Voilà, et aujourd'hui, du coup, je sais plus exactement à combien il est de matchs, toutes compétitions confondues, mais du coup, le prochain record à aller prendre, à aller grappiller, et c'est Anto qui fait le Twitter sur M'Imposer qui en a parlé, c'est celui de Jeannot, qui détient toujours le nombre de records de matchs, toutes compétitions confondues, avec 386 matchs. Yes. Et voilà, et ça, ce sera un beau record. Et tu voulais aussi dire que finalement, il n'est pas grabataire parce on l'a tous vu, il a quand même fait 2 arrêts exceptionnels. Ah, il a fait vraiment 2 vraiment très très bons arrêts, et comme toujours, Ruffier, c'est quelqu'un qui est excellent sur sa ligne. Oui. Et il a vraiment fait 2 arrêts sur sa ligne et 2 arrêts différents, mais qui montrent bien de ce qu'il est capable de faire. Il a fait un super arrêt sur une frappe bien ras de terre. Il a bien poussé sur ses jambes pour aller la chercher. Et ça c'est beau. Et après, il y a eu une tête de la board où là, pour le coup, il a fait un arrêt vraiment extraordinaire où pareil, il a poussé, il s'est détendu au maximum, il a eu la main ferme pour bien repousser le tir. Et ça c'est fort, parce que c'est vrai que Ruffier, c'est un gardien imposant qui de prime abord pourrait paraître lourd et pas très mobile, alors que pas du tout. Il est extrêmement agile et il a beaucoup de puissance, en particulier dans ses jambes. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie de mentionner chez les gardiens. Il n'y a pas que les mains et les bras, il y a essentiellement les jambes pour pousser. Et ça, chez Ruffier, ça se ressent. Alors, ça se voit. Je voulais aussi continuer sur Ruffier parce qu'il y a eu un autre arrêt exceptionnel. Qui était finalement l'arrêt exceptionnel avant celui de Stéphane Ruffier, c'est celui de Gauthier Larsonneur de Brest. Où pour ceux qui ont vu le résumé, pour ceux qui suivent encore Jour de foot le samedi soir, vous avez pu voir donc la reprise à bout portant qui sort d'un réflexe exceptionnel, et donc cet arrêt qui sera dans les highlights de la saison, ça valorise vraiment le travail qu'il a fait, Larsonneur. Donc on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais je me souviens le premier match de Larsonneur en Ligue 1 où il loupe un peu sa sortie aérienne, et c'est le fameux Brest-Toulouse. Alors je sais plus si c'était le premier match, ou en tout cas c'était le premier match où finalement Brest perd le match, ou fait match nul vraiment au buzzer alors qu'ils ont dominé le match. Et donc il vit finalement un début de saison vraiment compliqué. Et là, donc on l'avait vu avec les stats de Benoît, il était dans le top du pourcentage d'arrêt d'octobre et de clean sheet. Et surtout, il a fait un gros match contre le PSG, même s'ils perdent à la fin, il a vraiment fait un gros match, et ça valorise son travail. Il est international espoir. Et pour l'anecdote, si vous le savez pas, Larsonneur, c'est quelqu'un qui, en tout cas jusqu'à l'année dernière, faisait les marchés, enfin en tout cas vendait du poisson avec ses parents sur le marché de Brest, donc le marché aux poissons de Brest, parce que ses parents sont pêcheurs et vendeurs de poissons. Et donc c'est quelqu'un qui reste attaché à la ville, et on est finalement un petit peu sur un gardien qui aurait le potentiel, peut-être après à la fin de la saison ou après une saison de confirmation, aller dans un club un petit peu plus huppé, par exemple Bordeaux pour remplacer un Costil, ou dans un autre club, et donc il y avait un arrêt qui était similaire à celui de Ruffier. Alors là, on a parlé un petit peu des tops, Ruffier et Larsonneur, mais toi, Thomas, tu nous as relevé un gros flop, et j'en ai mentionné dans ta description, c'est Alban Lafont. Oui, alors Larsonneur, il fait gagner des points, Lafont en fait perdre ce week-end.
Donc pour situer un peu l'action pour ceux qui n'auraient pas vu le but de Brest, donc on est à la 68e minute de jeu, il y a Cardona qui va dribbler à Pia, il est sur le côté droit de la défense nantaise, donc il veut centrer fort au sol dans la surface, il se trouve qu'il loupe un peu son centre, mais le ballon va atterrir directement dans le but. Pourquoi ? Parce que Alban Lafont avait trop anticipé. Il avait spéculé. Il a spéculé au max. Ah oui, et c'est pas la première fois qu'il spécule, parce que bon, je suis les matchs de Nantes et c'est le défaut qu'il a, c'est de trop souvent spéculer et pas anticiper. Ce qui fait parfois, c'est qu'il a des mauvais timings dans ses sorties et un mauvais placement. Malheureusement pour nous, ça coûte un but. Et cette erreur, ça révèle un peu la crise de confiance qu'il traverse actuellement. D'autant plus que Gourcuff, après le match, parle d'aspects individuels qui sont importants dans le résultat. Donc, grosso modo, on a perdu ce match parce que notre gardien a fait une erreur. Oui. Et de plus, dans ce match, contre Saint-Etienne, il avait déjà fait. Il a tendance à prendre son temps pour dégager et de se faire contrer par les attaquants. De plus, Lafont, on ne peut pas dire qu'on joue au pied, ce soit une assurance. Et on sent de plus cette crise de confiance, on peut l'avoir aussi au niveau de la réaction d'après-match, puisqu'il n'y a pas eu de réaction d'après-match. On l'a fait sortir du stade Francis Leblay via une porte dérobée. Avec l'accord du club. Donc pour dire quand même, c'est que bon, c'est ouf ça. Ça arrive faire une erreur, mais bon, à son âge, même s'il a que 20 ans, faut savoir assumer quand même. Faut assumer faire une erreur. Bon, et en plus, il n'arrive pas à gérer la pression. Non mais il y a de ça, puis un petit peu aussi de soutien des coéquipiers, quoi. Ouais, coach, quoi. Enfin, je veux dire, on est une équipe, hein. On est tous ensemble, quoi, parce que bon, des conneries de la défense nantaise, il y en a eu, hein. Donc du coup, c'est pas la première fois qu'il y a des erreurs. Je trouve ça un peu dommage de gérer la com comme ça du. Non, mais après aussi, du gardien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, ça fait 2-3 matchs qu'on commence à dire à Lafont quand même d'il se réveille un peu. Et bon, je pense que bon, ça n'a pas trop marché en interne. Du coup, je pense que Gourcuff a dit bon bah c'est bon, peut-être que si je le dis au public, même si je ne le fais pas directement, il va peut-être comprendre. Donc ce week-end, j'attends qu'il se relance contre Toulouse, son club formateur. Donc peut-être que ça va relancer un peu la machine Lafont. Honnêtement, ça devrait pas être trop compliqué contre Toulouse, honnêtement. Hein, parce que, voilà. On est Nantes, on connaît. Ouais, non, enfin, moi j'ai analysé Toulouse ce week-end. C'était long. C'était long. Vraiment, c'était long. C'était vraiment long. Ouais. Et puis Rennais n'est pas en confiance. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, voilà, c'est quand même l'OM qui se présente au Stadium. Alors, 12 ans que les Marseillais n'ont pas perdu au Stadium. Bon, déjà, ça place le truc. C'est quasi la résidence secondaire à ce niveau-là, le Stadium. Du coup, voilà, moi j'ai analysé le match. Alors déjà, il se passe vraiment pas grand-chose, mis à part l'expulsion du joueur toulousain à la 40e minute. Un vrai beau tacle de Boucher. Hein. Là, j'ai revu la Ligue 1 que j'aime. Là, j'ai revu la Ligue 1 qui me plaît. Moi, je veux voir du sang, moi. La première ligue des années 90. Ah ouais. Puis le mec, il conteste, hein. C'est ouf. Oui, non, mais le type est 8 ans en retard, il atterrit sur le genou de Bounassar, il est là, faute, c'est pas bon. Et donc t'as trouvé que Rennais a été moyen durant ce match ? Ouais, alors sur les deux buts, il y a un moment où il peut faire mieux tout ça, mais bon, c'est vrai que sur sa défense, c'est quand même un peu compliqué, surtout que on est à la deuxième partie de la seconde mi-temps, il joue à 10, c'est quand même compliqué. Mais par contre, non, là où où je l'ai trouvé vraiment pas bon là-dessus et il faut vraiment faire très attention, c'est sur ses prises de balles parce qu'en fait il en a fait aucune. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres frappes et d'autres actions et il y a vraiment eu des frappes qui étaient vraiment sur lui et vraiment des frappes au niveau de son visage ou au niveau de son abdomen et il a tout repoussé des points quoi. Mais vraiment, quitte à faire des parades, mais non, mais on n'est même plus à ce niveau-là, c'est même plus des manchettes, c'est un truc pas du tout académique. C'est-à-dire qu'une fois, il y a une frappe qui allait vraiment au niveau de son ventre, il pousse, et lui, il s'est mis sur les deux genoux, et il a repoussé des points, mais devant lui. Mais vraiment avec le ballon qui repart comme il venait, à la même hauteur. Ça, c'est pas possible, c'est interdit.
c'est la niche tout de suite. Ouais, là on est sur un manque de confiance après. Ouais, voilà, et je veux bien que les ballons aillent vite, tout ça, donc tout ce qui est un petit peu au-dessus de l'abdomen, au niveau des épaules, qu'on prenne pas le risque, je veux bien, mais vraiment quand on a la frappe de Rongier, elle lui arrive vraiment plein visage, et lui il met les paumes en opposition, quoi. Ouais. Et ça, normalement, c'est un cap qu'on passe quand on est gardien pro, on capte, quoi. On capte. Je veux dire, les ballons vont vite, ça glisse, je veux bien, mais ils ont des gants de qualité avec du super latex. Ils rajoutent un peu une petite colle dessus et tout. C'est bien. Aujourd'hui, quand on a ce niveau-là, on l'attrape, ce genre de ballon. Et vraiment, le ballon en direction de l'abdomen qui est repoussé des points. Enfin, je sais pas si l'image est dans les highlights, mais c'est là sur ce coup-là, c'était affligeant. Et je trouve que, et heureusement pour lui, ça n'a pas été dangereux, mais ça aurait pu l'être, vraiment. C'est-à-dire, c'était des ballons revoyés juste devant lui, pleine surface, sur lequel il peut plus du tout intervenir. C'est pas un ballon qui peut rattraper derrière, c'est le ballon qui est vraiment suffisamment à distance pour pas pouvoir le rattraper derrière, parce qu'il est trop loin. Ok. Voilà. Donc, je sais pas s'il a des problèmes là-dessus régulièrement. J'ai pas assez regardé ses matchs, mais je ferai vachement plus attention à l'avenir, parce que là-dessus, il faut faire vraiment très très attention. Comme quoi le foot va vite, parce que Rennais était quand même le roi des pénaltys en août-septembre, où vraiment on disait Rennais a retrouvé son niveau, et en l'occurrence là tu as trouvé un défaut. Moi juste le dernier truc pour finir sur la Ligue 1, c'est le retour de Bernardoni. Donc il a, malheureusement Nîmes a perdu, mais il a fait du bien à son équipe. Il a fait beaucoup de parades. Voilà, on a beau dire que le style est quand même pas très académique de Bernardoni. Sa technique est pas super. Néanmoins, il a quand même. Là, on peut parler de mental de gardien de but. Où c'est quelqu'un qui va vraiment au bout de lui-même. Moi, je suis très inquiet pour Nîmes parce que je trouve que c'est peut-être l'équipe qui a pas le niveau de la Ligue 1 cette année, mais je suis content, on est content de l'avoir revu au meilleur niveau. On voulait juste refermer cette belle Ligue des talents pour passer la Manche, parce que toi Thomas, donc on va finir sur deux analyses. Thomas, toi t'as regardé Manchester City, Chelsea, et t'as vu deux très bons gardiens. Alors, deux très beaux gardiens sur le papier, sauf que pendant le match, ils ont un peu chauffé le chaud et le froid, si on peut dire. Donc, Ederson était de retour après une blessure. Oui. Et ce match-là face à Chelsea, pardon, j'ai trouvé un peu fébrile. Déjà, quand il loupe 3 dégagements au niveau du jeu au pied, quand tu tapais Ederson, c'est qu'il y a un problème. Et ce qui peut illustrer un peu ce manque de qualité, on va dire, sur ce match-là. Alors, c'est le but de Chelsea. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Kanté qui marque. Alors, déjà. Oui, alors ça, c'est extraordinaire. Juste, je veux dire, parce que moi, Kanté, c'est mon joueur chouchou. Donc voilà. Caen. Donc voilà. Et voilà. Bon, le mec qui gagne le mondial qui est passé par Caen, voilà. Hein, c'est dit. Ça arrive pas tous les jours, c'est bien, c'est beau. Mais oui, j'ai vu le but. Voilà, c'est la situation classique d'une balle en profondeur. Kanté, il a le ballon et puis Ederson, il sort et on peut se poser la question de pourquoi il sort. Oui, pourquoi il sort, d'autant plus que Mendy est au duel avec Kanté et Mendy, pour une fois, défend bien et il déporte Kanté sur le côté, donc ce qui lui réduit les possibilités de frappe. Mais la sortie d'Ederson en plus en croix offre la possibilité à Kanté de pouvoir tirer, de pouvoir glisser le ballon sous Ederson et de pouvoir marquer. Donc outre le but encaissé, en fin de match, il a quand même été décisif. Lorsque Willian il s'est levé le ballon pour lui-même et a fait une reprise de volée assez exceptionnelle, où il a fait une petite claquette comme il fallait. L'arbitre n'a pas vu que Ederson a touché le ballon, pas de corner, parfait. Et puis à l'opposé, il y avait Kepa. Kepa sur les deux buts, il est un peu malchanceux, on va dire. Le premier but, c'est De Bruyne qui fait une frappe assez mollassonne. Malheureusement pour Kepa, il y avait Zubin qui est passé par là. But contre son camp pris à contre-pied. Et deuxième but, le placement de Kepa est bon, très bon même. Mais le talent de Mahrez a fait la différence avec une frappe parfaite au petit filet. Après, on peut reprocher à Kepa de ne pas savoir faire. En tout cas, moi, je ne suis pas tous les matchs de Chelsea. Mais lors des gros matchs de Chelsea, je n'ai pas le souvenir d'un arrêt décisif qu'on pourrait dire impossible lors des gros matchs de Kepa.
Je sais que récemment, il avait fait un super arrêt décisif. Je confirme. Alors moi, je l'avais pointé contre Crystal Palace. Là, c'était une surconfiance qu'il avait. Alors tu parlais du temps qu'il mettait à dégager. Pour Lafont, c'était pareil pour Kepa. Il s'est presque fait contrer 2 fois. Mais c'est vrai que pour cet aspect, je sais pas. Après, on est considéré comme un crack, donc je pense que à un moment donné, il fait des beaux arrêts, quoi. Mais c'est vrai que là, il pourrait faire gagner son équipe, quoi. Dans ce match-là, il a fait un très bel arrêt lorsque c'est Mahrez à l'issue d'un corner, il fait une reprise à bout portant dans les 5m50 où il fait une super main opposée réflexe où il saute très très vite, il jaillit très vite sur ses appuis, il y a un super réflexe en main opposée de Kepa. Mais ce que je disais, c'est les gros matchs et ça va être décisif. Ça, j'ai pas encore vu lors des gros matchs pour Kepa, même si j'en rappelle d'un arrêt contre Watford de la tête de Foster, le gardien de Watford, où Kepa fait un super arrêt et empêche son homologue de marquer. Et d'ailleurs, à la fin du match, les 2 gardiens s'étaient congratulés. Oui, je m'en souviens de ça. Je m'en souviens également. Alors moi, je voudrais finir ce petit tour de l'actu sur une action qui pouvait paraître anodine. C'était dans Manchester United, Sheffield United. Donc, alors c'était à Sheffield, où c'est pour ceux qui ont vu le match, c'est l'erreur de Phil Jones. Où alors déjà il est hors de forme. Il va à 3 à l'heure sur une balle en profondeur, et donc il est en avance. Et en fait il perd le ballon et l'attaquant il prend le ballon et puis il va marquer même si derrière il fait un bon premier arrêt, ça revient dans les pieds de l'attaquant et ça fait but. Et si on regarde bien l'action, alors j'ai vu ça sur un ralenti, c'est que Phil Jones, quand il est devant l'attaquant, après il se fait bousculer, mais quand il est devant, il regarde derrière et il re-regarde le ballon et c'est là où il prend la décision de pas lui donner et de repartir, d'essayer de repartir un peu sur le côté. Et si on regarde l'action, en fait, Derrea, il lui donne presque pas d'indication. Alors que là, on aurait pu penser que Derrea puisse se mettre sur le côté de son but et donne l'indication à Jones de lui mettre en une touche. Et moi, j'ai trouvé que c'était une des erreurs tactiques de Derrea, c'est de ne pas avoir aidé son défenseur, qui puisait un défenseur qui est hors de forme et qui n'a pas joué de l'année. Je crois qu'il a joué 2 fois en Europa League et 1 fois en League Cup sur toute l'année. Et donc c'est un aspect tactique, je pense, qui a fait défaut côté Derrea et qui pouvait être mentionné. Et donc bon, ça serait intéressant de voir s'il y a d'autres types d'actions qui sont arrivées à Derrea. Des fois, un peu comme quand c'est pas que de la faute du gardien, là c'est pas que de la faute du défenseur pour cette perte de balle. Phil Jones, donc en tout cas voilà, c'était dans la prise de décision du départ où on peut se poser la question de la responsabilité de Derrea. Merci messieurs pour ces belles infos autour d'une petite Guinness ou d'un bon vin chaud, vu qu'on arrive près de Noël. Et maintenant on passe à la deuxième mi-temps. Crucifié sur ce renvoi. Et comme d'habitude, dans cette deuxième mi-temps, nous allons jouer au gardien mystère. Le gardien mystère qu'on avons fait trouver pour vous, les auditeurs, c'était Philippe Bergerot. Et évidemment, c'était le gardien, c'était l'entraîneur des gardiens de 98. Vous l'avez tous vu dans les yeux dans les bleus. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas vraiment de séance des gardiens dans le documentaire, d'ailleurs. C'est dommage, on voit vraiment... un défaut. Comment ? Un défaut. Ouais, un défaut du documentaire, tiens. C'est le vrai seul, qu'on voit... probablement le seul, quoi. On voit Barthez qui essaie de claquer des corners directs dans les bonus, mais on voit pas du tout des séances de gardiens, comme quoi la considération des gardiens à l'époque était plutôt basse. Mais en tout cas, on avait vu son rôle dans le vestiaire avec Charbonnier pour aider Barthez. Et Lama était plutôt en retrait. Alors, cette semaine, nous allons jouer et donc on va rendre hommage. On va rendre hommage à Daniel Leclerc. On va jouer avec les gardiens qui sont passés par les 100 et or, par le Racing Club de Lens. On est chaud ? Alors, on est que sur des gardiens connus.
Là, je peux vous dire, moi, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, gardien, Racing Club de Lens et tout, on ne connaît pas des masses. Et ben finalement, il y a quand même des assez bons gardiens, évidemment, qui sont passés par Lens. Hein. On n'est pas comme un grand club du championnat français, et connu. Donc là, vous allez voir, on n'est pas en dessous des années 90. Voilà, pour vous aider. Alors, donc la première description. Formé en région parisienne, Lens fut le deuxième de mes 13 clubs de ma carrière, avec lequel je joue la Ligue des Champions. Je suis un gardien grand par la taille, mais qui a eu quelques difficultés avec les coups francs d'un magicien brésilien. Appelé en équipe de France Espoir, je choisis finalement les Lions Indomptables, avec lesquels je dispute... Thomas, Charlie Tange. Ouais, bien joué Thomas. Charlie Tange. 13 clubs. 13 clubs, ouais. Là, il est à Orange et il était à Versailles avant. Et donc là, il a 37 ans et il faut savoir que en fait, il a intégré le Cameroun en 2010, donc il s'est naturalisé camerounais, donc il était franco-camerounais hein, quand même. Mais je crois qu'il a obtenu l'autorisation de jouer pour le Cameroun et il a surtout joué en fait la Coupe du Monde 2014. Oui, c'est vrai. Ce qui est assez improbable, enfin en tout cas de notre point de vue, parce que pour nous le pic de Charlie Tange c'était dans les années 2000 quoi, donc il est à Lens et en fait la petite histoire c'est que en 2006 il est présélectionné ou en tout cas il y a des contacts avec Domenech pour participer au rassemblement de Tignes avant la Coupe du Monde. Donc en fait il sortait d'une super saison avec Lens et il est un peu présélectionné donc derrière Landreau comme quatrième gardien. Mais finalement ça se fait pas ou en tout cas il y a des démentis et il est pas donc il a jamais été sélectionné en équipe de France. Et bon voilà, il faut se souvenir que Charlie Tange il est passé par Liverpool où il a eu le petit épisode malheureux où je crois qu'il déconnait durant les célébrations du drame d'Hillsborough. Bon voilà, on en pense qu'on en veut, ça en tout cas ça lui a un peu cassé sa carrière, en tout cas la suite. Et ensuite il a bourlingué dans plusieurs clubs. Je vous laisserai regarder beaucoup de clubs grecs, etc. Et c'est dans ces clubs là c'est un petit peu comme les gardiens sud-américains qui des fois se mettent dans un club limite de Ligue 2 ou de fin de Ligue 1 mais qui sont sûrs d'être sélectionnés avec leur équipe nationale. Et puis il a fait sa petite Coupe du Monde 2014, Charlie Tange, et qui a commencé à Bauer au Red Star. Voilà, petite bio. C'était important parce qu'après Lens on l'oublie, mais c'était un gros gardien et il fallait le rappeler. Ensuite, deuxième description. Donc là le challenge c'est que Renaud t'en trouve une. Et celle-ci t'es chaud. Ok. Comme Raphaël Varane, je lance ma carrière à Lens. Oui, lancer à Lens, c'est rigolo. Où je fais une saison pleine en Ligue 2. Comme Raphaël Varane, je suis grand par la taille et j'aime plutôt bien l'Espagne. Alphonse Areola. Ah là, bien joué. Il a même oublié de dire son nom. Ouais. Comme Raphaël Varane, je suis de la génération 93 et je joue en équipe de France et je suis champion du monde. Je suis Alphonse Areola. Donc qui avait un look de Tectonic Killer à l'époque. Ah oui. Il avait une belle dégaine. Ah oui, avec crête, là. Il joue la saison 2013-2014 à Lens en Ligue 2. Donc il n'a pas été formé à Lens, il a été formé au PSG, mais c'est ce qui a du coup lancé sa carrière. Ok. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais on a tendance à l'oublier effectivement. Donc il y a Lens, ensuite il y a Bastia, ensuite il y a Villarreal, et ensuite il y a le demi-échec au PSG qu'on connaît, même si maintenant sur le papier le Real de Madrid. Voilà. Real Madrid. Ah oui, à chaque fois je fais l'erreur. Voilà. Dédicace Benoît. Sur le papier le Real Madrid. Troisième description. Dis donc, on est au coude à coude. Je suis un gardien du championnat de France du début des années 2000 dans un club du Sud qui galère bien dans ces années-là. Après un passage au Standard de Liège, puis à Beşiktaş, je reviens pour une année de galère. Cette fois-ci, c'est les 100 et or. Écoutez l'équipe.
Aruna Dindan, Eric Carrière, Thomas Bonaventure Calou. Oui. Rougneux. Ouais, bien joué. Bien joué, Thomas. Oh, les Verdun. Oh là là. Comment? Ça me fait des souvenirs, ça. Hein. FIFA 2004, là. Védra Drogneux. Oui, Védra Drogneux. Et donc, avec ça, on descend en Ligue 2. Malgré tout, je suis champion de D2. De Ligue 2 pardon, en 2009, donc juste après. Et je joue l'Euro 2008 avec la Croatie. Je suis Védra Drogneux. Et donc oui, comme tu disais, FIFA 2004, c'est... même plutôt FIFA 2002-2003 parce qu'en 2004 c'est Barthez qui revient, mais il était le gardien de ces années un peu de galère de Marseille. Ouais. Voilà, moi je me souviens notamment quand ils se sont sauvés l'année 2000-2001 ou 2001-2002 à la toute fin et c'était lui le gardien. Védra Drogneux. Alors, gardien un petit peu plus vintage. Je suis un gardien très connu du championnat de France, mais pas forcément pour mes exploits du côté des coraux. Néanmoins, je suis l'un d'eux pour y avoir joué 8 saisons, de 80 à 88, en D1. Ensuite, je file du côté de la Canebière pour 2 saisons. Attends, Renaud, Gaëtan Huard ? Ouais, bien joué Renaud. Oh, le boss. Je suis le GOAT. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? T'as regardé sur Google, c'est ça? Non, mais non, mais déjà les 8 saisons plus l'OM, les gardiens qui ont été à l'OM ont un peu plus marqué déjà. D'accord. Que ceux du RC Lens, donc. Très bien. Oui, Gaëtan Huard a été à l'OM et donc après 2 saisons du côté des Girondins avec lesquelles j'atteins la finale de la Coupe de l'UEFA 96 contre le Bayern Munich et surtout où j'obtiens le record d'invincibilité de 1176 minutes sans prendre de but du 4 décembre 92 au 10 avril 93. Donc voilà combien ça fait 1176 minutes. C'est beaucoup. C'est violent. Tu prends pas un but, il fait nuit, je sais pas, il fait nuit à 16h et la prochaine fois que tu prends un but, il fait nuit à 20h. Bon, voilà, pour vous dire. Donc je suis Gaëtan Huard. Voilà, point pour la gagne. Ça y est. Renaud. Ah. Lens est le 8e de mes 13 clubs. Je n'y reste qu'une saison, mais c'est elle qui va me permettre de passer un cap vers le très haut niveau. Guyanais d'origine, je m'installe ensuite dans les buts du PSG pour les 5 années qui viennent. Oui. Thomas, Bernard Lama. Bien joué Thomas. Bien joué. Bernard Lama qu'on avait déjà mis dans le quiz précédent, mais on était obligé de le mettre parce que finalement il n'est pas très connu. Enfin, on se souvient plus trop de lui à Lens. Mais il faut savoir que c'est vraiment lui. Donc je finis ma description. Je m'installe ensuite dans les buts du PSG pour les 5 saisons les 5 saisons qui viennent, qui seront des Zlatan les plus historiques du club. Je suis champion du monde 98 et surnommé le chat. Je suis Bernard Lama. Oui, donc honnêtement, il n'y a aucun supporter de Lens autour de la table, mais pour les supporters lensois, le passage de Bernard Lama à Lens lui permet vraiment de monter dans la hiérarchie des gardiens français. Et donc, quand je parle de 8e club, c'est qu'avant, il y a du Brest, il y a du Lille, il y a plein de clubs avant d'arriver à Lens. Donc, en fait, c'est vraiment un gardien qui s'est révélé sur le tard, hein, parce qu'il finit sa carrière en 2000-2001 et donc Lens ça a été le palier pour lui. Cette semaine pas de gardien mystère parce que je me suis dit que on était obligé finalement de mentionner un gardien qu'on a déjà mentionné dans notre gardien mystère avant, c'est Guillaume Varmuz évidemment, hein. On n'oublie pas Guillaume Varmuz qui a été peut-être le plus grand gardien de Lens de son histoire et donc pourquoi on n'a pas fait de description, c'est tout simplement parce qu'on avait déjà fait ça lors de l'épisode 2, gardien passé par donc Lens, le Dortmund et mon cher Renaud. Ah, tu l'as pas? Arsenal? Ah ouais, putain. Il a assuré le banc à Arsenal. Il a assuré le banc de Seaman, je crois, Seaman ou Lehmann.
Très bien, c'est déjà la fin. Merci messieurs pour cette émission. Donc consacrée à Thibaut Courtois et beaucoup d'actu gardien. On vous retrouve la semaine prochaine avec un petit peu plus de chroniqueurs, promis. On va récupérer nos blessés et on vous souhaite une très bonne semaine et surtout de très belles mains posées. À très vite. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.